Bonjour à tous. Alors, je voudrais déjà saluer Christophe Rella et Arnaud Bonjour. Bayol, avec qui nous allons réaliser un échange après la projection de ce beau document, Les ailes de Patagonie. Alors, c'est Pierre Régior et moi-même qui allons animer ce débat. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais demandé peut-être à Christophe de dire deux, trois mots sur son parcours dans ces différents domaines qu'il a développés. Eh ben, je vais faire quelque chose de rapide. Euh, Moi, j'ai toujours aimé faire des films, mais ça fait 30 ans à peu près que je fais des films. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans la presse spécialisée. J'ai travaillé à Montagne Magazine. J'ai créé un magazine qui s'appelait Trek Magazine. Et une revue qui s'appelait Roadbook après. Et puis après, je me suis retrouvé à travailler aux éditions Guérin, Guérin-Paulsen, qui est une fusion entre les deux maisons. Donc vraiment autour de l'édition, de la montagne, de la transmission, de journalisme de montagne. Mais en parallèle, j'avais vraiment une vraie passion pour la réalisation de films. J'aimais beaucoup ça. Et je continuais à faire des films un peu en parallèle. Et notamment, par exemple, un film qui avait été présenté, qui était un film sur Henri Figueret, qui s'appelait Cher Fatigue, qui a été présenté il y a une dizaine d'années au festival de, Festival. ouais, à votre festival. Et depuis 2017, grâce notamment à des gens comme Cédric Gras ou Sylvain Tesson, j'ai commencé à faire des films pour la chaîne Arte, qui m'a permis de pouvoir réaliser mon rêve de jeunesse, c'est-à-dire de ne faire que de la réalisation. Voilà, et c'est ce que je fais maintenant. Et tu le fais bien. On vient de Oh, voir. j'essaie. Oh. À votre tour, Arnaud, Arnaud Bayol, tu fais partie du groupe militaire de haute montagne. Alors, au début du film, Sylvain Tesson dit quelques mots sur ce groupe militaire de haute montagne. Tu peux développer un petit peu plus qu'est-ce que c'est ce groupe, quel est son rôle, sa composition? On a envie d'en savoir un petit peu plus. Tu peux nous en parler? Donc oui, bonjour. Nous, le groupe militaire de haute montagne, en fait, c'est une unité un petit peu particulière où on est une petite équipe de 10 personnes. Donc on est spécialisés, on est tous des alpinistes accomplis. On vient du milieu militaire pour la plupart. Et l'idée, c'est de pouvoir expérimenter, de pouvoir transmettre tout ce qu'on expérimente et aussi de rayonner à travers des expéditions et qu'on essaye de mener. Bon, actuellement, c'est un peu compliqué, mais sinon, c'est sur la grande partie des milieux polaires et montagneux de la planète. D'accord. Et il semble que vous avez aussi une fonction de formation à Et partir de oui, vos donc expériences d'alpiniste. concrètement, depuis maintenant 2011, on forme en particulier les groupes de commandos de montagne. En fait, ce sont un peu dans chaque bataillon de chasseurs alpins, il y a des sections un peu plus spécialisées, très entraînées, qui s'appellent les GCM. Et donc, ces unités, ils sont au total environ 180 personnes au niveau de la région. Et donc, le GMHM est le référent technique de tout ce qui touche à la montagne, en fait, pour ces groupes commandos. Donc, voilà, ça représente quand même un bon volume de jours de formation dans l'année. On les amène tous les ans en Groenland pour qu'ils apprennent un peu les savoir-faire, en fait, pour pouvoir évoluer dans ces terrains polaires. Et ensuite, on les forme aussi à Chamonix, 2 semaines d'hiver sur du franchissement vertical, comme on l'appelle. En gros, clairement, c'est de la cascade de glace et leur apprendre à pouvoir franchir des murs verticaux en hiver. Et aussi la même chose 2 semaines en été. Donc, voilà, c'est une partie maintenant, une grosse partie du travail du GMHM. D'accord, merci. Je crois d'ailleurs, Christophe, que vous avez, ou que tu as, hein, puisqu'on a décidé du tutoiement, que tu as réalisé un film sur justement ce groupe militaire de haute montagne. Alors, je voulais préciser que ce film, il est accessible gratuitement sur Vimeo. C'est un film de 52 minutes et qui s'appelle Dans les pas du groupe, hein, justement, qui apporte un complément à ce qu'a pu nous dire Arnaud. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce groupe militaire de haute montagne, vous aurez vous retrouverez l'adresse du site sur le site de Curieux Voyageurs.
Voilà donc pour le groupe militaire de haute montagne auquel fait partie Arnaud, dans lequel fait partie Arnaud Bayeul. Merci à vous deux. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du film. Nous, déjà, on était intéressés par l'origine de la création de ce document parce que ça regroupait différentes choses. On a de la montagne, aller faire oh là, j'arriverai pas à le dire. Paralpinisme. Paralpinisme, oui. Et la différence, on est bien d'accord avec le base jump, c'est le fait qu'on gravit la montagne en alpinisme et on saute. Le base jump, ça concerne que le saut. Je crois que c'est ça, la création de ce mot-là. Si je peux te répondre. En gros, le paralpinisme, c'est vraiment un ensemble qui veut vraiment associer et allier l'ascension avec le saut. Base jump, c'est quelque chose voilà, c'est du parachutisme qui se fait depuis des points fixes. Voilà, pas d'aéronef. D'accord. Donc, si on revient sur l'origine, voilà, la Patagonie, bon, pour ceux qui connaissent un peu, évidemment, c'est une montagne magnifique, mais on connaît, puis on le voit bien dans le film, que les conditions climatiques sont compliquées. La présence de Sylvain Tesson aussi, qui s'est greffé sur la partie beaucoup plus poétique, alors ça donne un très beau résultat. Mais on se demandait comment avait démarré cette idée et comment elle s'était mise en place. C'était ça l'idée. Je crois que c'est très bien qu'Arnaud réponde à cette question parce que c'est lui qui a eu l'idée. Et il a eu plus que l'idée, c'est-à-dire qu'il a eu une espèce de vision. Il est allé en Patagonie une première fois, il a gravi un certain nombre de sommets. À l'époque, il pratiquait déjà le paralpinisme et il s'est dit, mais on peut faire du paralpinisme ici. Et moi, j'aimerais bien venir faire du paralpinisme en venant rendre hommage à ces fameux héros de l'aéropostale dont trois aiguilles portent le nom. Et j'aimerais bien inviter Sylvain Tesson. Et il y a vraiment eu cette vision-là. Donc, je pense que c'est toi, Arnaud, qui dois nous répondre. Oui, ben voilà, tu as bien résumé. C'est ça, c'est qu'en 2014, donc, je vais en Patagonie en expédition dans le cadre du GMHM. Et effectivement, je m'aperçois qu'il y a de très belles parois verticales et qu'on peut vraiment pratiquer le paralpinisme là-bas. Le paralpinisme en 2014 n'est pas vraiment encore très intégré au niveau du GMHM, donc je pratique plutôt, on va dire, de mon côté. C'est une pratique plus personnelle. Et finalement, à partir de 2016, donc, il y a plusieurs protagonistes du groupe, plusieurs équipiers qui se mettent à pratiquer. Et là, du coup, donc cette idée me revient en tête et on se dit qu'on pourrait vraiment mener une expédition là-bas. En parallèle de ça, moi j'ai toujours été très attiré par les récits et la littérature de Saint-Exupéry particulièrement. Donc là, c'était l'idée de pouvoir allier, comme le fait très bien Christophe à travers ses films, de pouvoir allier un récit historique, voilà, et sur des images, on va dire sur place en Patagonie. Et donc, connaissant Christophe, donc je lui parle de ce projet et voilà, il m'invite du coup à en parler à Sylvain Tesson, aussi un écrivain que j'ai plaisir à lire. Et donc, naît cette idée, et voilà, qui est acceptée au niveau du groupe, au niveau du chef du GMHM, qui trouve cette idée plutôt belle. Et donc, à partir de là, on mène ce début d'aventure. Il faut dire qu'avec Arnaud, on se connaît depuis longtemps. Et quand il m'en a parlé en copain, quoi, en disant qu'est-ce que t'en penses, et j'ai dit bah ouais, d'abord moi à titre personnel j'étais épaté qu'il me parle de ce projet et puis bien évidemment tout de suite très enthousiaste et je lui ai dit bah écoute Sylvain, bien je pense que Sylvain il sera très partant, mais ce que tu devrais faire c'est lui écrire, mais pas lui écrire un email, lui écrire une lettre, et parce que Sylvain est très sensible à ça aussi, au fait qu'on lui écrive des lettres. D'ailleurs, nous, on s'envoie toujours des cartes postales avec Sylvain quand on va quelque part. Mais je crois qu'on est les derniers, il me semble. Et c'est ce qu'a fait Arnaud. Et Sylvain, il a toujours dit, d'ailleurs, on ne le voit pas dans le film, mais il nous l'a dit en interview plusieurs fois, il a été très touché par la lettre d'Arnaud. Il l'a trouvée très belle, très authentique, très forte. Et il n'a pas hésité une seconde. Il a dit, je pars avec vous. Et oui, vas-y Arnaud. C'est d'ailleurs assez impressionnant pour moi d'écrire à Sylvain, parce que je le connaissais pas personnellement. Donc voilà, et je me suis dit, de toute façon, pour qu'il puisse y avoir une chance qu'un auteur comme lui s'associe au projet, il
il faut vraiment être honnête, en gros, dans le contenu de la lettre et de l'idée. Et du coup, c'était assez impressionnant de se mettre un peu à nu, de mettre à nu le projet, en fait, sur le fond, ce qu'on pensait vraiment vouloir mettre en avant. Et voilà, et du coup, c'est vrai que c'était déjà un premier travail, finalement, où ça a servi, rien que déjà à écrire cette lettre, ça a permis de mettre au clair beaucoup d'idées et de mettre à plat aussi le début du projet. Alors, j'entends bien ce départ. Il y a un lieu géographique commun entre votre expédition, ce massif du Fitzroy, le nom de Sépic, à Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. Il y a une unité de lieu entre votre projet d'expédition et le passage de l'aéropostale, mais en termes de vécu, de risque, est-ce qu'il y a quelque autre chose de commun entre ces gens qui volent vers les années 1920, donc il y a un siècle, et votre pratique en 2019, moment du film, en dehors de cette unité de lieu et de cette poésie derrière l'unité, est-ce qu'il y a des pratiques qui se rapprochent entre cette pratique de l'avion et la pratique que vous développez avec le saut dans vos combinaisons? De manière très pratique, on va dire, oui, la façon de voler, on va dire, est assez identique dans le sens où à l'époque, ils volaient la tête en dehors du cockpit, ils étaient face au vent et ils avaient peu d'instruments, donc c'était du pur vol à vue. Et c'est ce que nous, on fait parce qu'on n'a pas trop le choix, parce que ça se passe très vite et on vole aussi à la sensation, voilà, avec l'air dans le visage un peu. Mais au-delà de ça, on va dire que c'est quand même très humblement le seul point commun, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'à leur époque, il n'y avait aucun moyen d'être secouru là-bas. Voilà, c'était vraiment des pionniers. Nous, on est à notre époque plus des pionniers, que ce soit en Patagonie ou dans le paralpinisme. Le paralpinisme, maintenant, ça fait 30 ans que le matériel a évolué. Donc, malgré tout, même si on exporte une pratique qui est, on va dire, faite, une pratique qui est assez safe en France, on l'exporte à l'étranger, dans des endroits engagés, mais malgré tout, on n'est plus des pionniers au même titre que pouvaient l'être les pilotes de l'Aéropostale. Oui, en revanche, je suis tout à fait. Enfin, Arnaud, bien sûr, est d'une immense modestie, comme le sont tous ceux du GMHM. Je crois qu'ils se sont aussi des pionniers. Je crois qu'aussi ils perpétuent tout simplement le rêve d'Icare, c'est-à-dire que voler dans les années 20 et 30 était quelque chose d'aussi fou et absurde que de sauter en paralpinisme depuis une aiguille de Patagonie. Donc, il y a une audace. Et puis, il y a quelque chose, je pense, auquel on ne pense pas beaucoup, c'est que notre époque, c'est quand même l'époque de l'ego, quoi. C'est l'époque du jeu, c'est l'époque d'une forme un peu de nombrilisme, surtout dans ces films d'aventure ou dans ces expériences de montagne, ces exploits, dans cette pratique des sports extrêmes. Il y a quelque chose de très égoïste et que moi, ce que j'ai toujours constaté au sein du GMHM, du groupe militaire de haute montagne, et je crois que c'est quelque chose qu'ils partagent profondément avec ces aviateurs de l'aéropostale, c'est le fait d'être au service d'une cause plus grande qu'eux. Ces gens sont des militaires, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une idée de leur action qui va au-delà du simple plaisir immédiat de ce qu'ils veulent accomplir pour eux-mêmes. Ils ont vraiment un esprit collectif. D'ailleurs, ils disent très peu je, ils disent toujours nous. L'esprit du paralpinisme, ce que aussi Arnaud sous-entend dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait du base jump, il est tout seul, il est au sommet de la montagne, il saute. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé peu de temps après notre passage. Il y a eu un très beau saut en parapente depuis le sommet du Cerro Torre. C'est un exploit, mais c'est un exploit d'un type solitaire. Là, l'esprit, c'est que c'est une cordée qui grimpe. Ils sont trois à gravir un sommet et leur but, c'est de sauter depuis ce sommet en paralpinisme, mais d'emporter tout le matériel qu'ils ont monté. Et ça veut dire que la cordée qui grimpe doit sauter. Et donc, ça veut dire que ces trois personnes doivent avoir suffisamment confiance les uns envers les autres pour être certains qu'au moment où ils vont sauter, ils seront tous d'accord. Et ça, c'est pas si simple. C'est facile à se dire comme ça, mais c'est quand même un gros engagement et il faut qu'il y ait une grande confiance, un grand respect mutuel, une grande écoute et avoir beaucoup d'expérience en commun. Et je crois que cette espèce de trio, c'est un peu celui de Guillaumet, Mermoz et Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, quand il va récupérer Guillaumet dans les Andes, après qu'il ait marché pendant 5 jours et 5 nuits et s'être perdu, il retrouve son camarade. Il y a une énorme solidarité entre eux. Et Guillaumet lui dit: ce que j'ai fait, mon vieux, jamais aucune bête ne l'aurait fait.
Et cet esprit-là, cet esprit de corps c'est celui qu'on croise quand on a la chance de passer du temps avec les gens du GMHM. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, sans être particulièrement militariste au départ. C'est intéressant parce que Christophe, tu as vraiment abordé un thème qui a été transversal pour nous dans le film. Je crois qu'Alain voulait justement intervenir dans ce sens-là. Pour moi, c'est très agréable. J'allais poser la question. Il vient de me faire la réponse, donc je ne pose pas la question. En fait, je peux la poser quand même parce que c'est un film qui est très bien réalisé. Donc, quelque part, il n'a presque pas besoin de questions derrière. Parfois, on est gêné sur certains films parce qu'on va être redondant, on va reposer des choses qui sont évidentes. Par contre, ce qui nous a parlé, on en a parlé avec Pierre, moi, ce qui m'a vraiment plu, Christophe vient bien de l'expliquer. Je vois ce dernier plan, c'est ce plan qui doit être fait d'un drone quand vous êtes tous les trois sur la plateforme, avant le saut. Il est très beau ce plan. Mais je vois, alors je ne sais plus dans l'ordre, le premier qui saute. Et moi, dans ma tête, je pensais que quelque part en termes de sécurité, on va attendre que le premier atterrisse pour savoir si ça passe. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est là qu'on ressent ce que tu viens d'expliquer, Christophe. À ce moment-là, ils y vont les uns derrière les autres, ils sont en équipe, ils sont montés en équipe. Ça, c'est très, très fort dans le film, effectivement. Après, on peut rentrer dans la technique du base jump, ça, tu peux en dire quelques mots, mais ce qui nous a surtout plu, c'est ça. Donc, la question qu'on voulait poser, on voulait la poser avant, je fais la réponse avant. Mais Alain, peut-être qu'on peut poser la question à Arnaud, pourquoi vous sautez les uns derrière les autres? Pourquoi vous n'attendez pas que le premier ait atterri avant que le deuxième saute? Alors, les us et coutumes, on va dire, surtout sur des sauts comme ça qui sont des ouvertures. On n'a pas d'informations, donc on prend les mesures nous-mêmes. Voilà. Effectivement, on va dire, la bonne marche à suivre, ce serait de sauter un par un pour maximiser la sécurité. Après, c'est un choix presque éthique qu'on a fait, nous. Et on en a parlé d'abord avec Pierre et Alban. C'est de se dire, comme l'évoquait Christophe à travers la cordée, c'est qu'on voulait faire cordée à la descente. Et de se dire qu'on saute en même temps. En même temps, donc déjà, au-delà de vouloir faire des images voilà, où on pouvait se filmer en l'air, ce n'était pas vraiment l'objectif. C'était vraiment l'idée de se dire, si on prend la décision, c'est une décision qui est unanime et on suit et on saute en même temps. Et voilà, et on s'engage en même temps. En fait, c'est ce qui nous plaisait. C'est ce qui nous plaisait de réaliser sur une ouverture. Et c'est quelque chose qu'on a gardé d'ailleurs. Même en ouverture maintenant, vu que de toute façon, si on prend la décision de sauter, c'est qu'on a concrètement toutes les mesures. Et voilà, c'est très rationnel en fait qu'on pratique. Donc on sait que c'est bon. Et du coup, on a plaisir de vouloir mener la cordée comme à la montée vers la descente à 3 et en s'élançant à 3 en même temps. D'accord. Tu peux nous dire, Arnaud, combien tu as fait de vols de ce type-là? Je ne parle pas du lieu, hein, mais au total, cette pratique du saut dans cette combinaison, tu as combien d'expériences concrètes de tels sauts? Parce que dans le film de Christophe, le nombre est impressionnant et c'est intéressant de savoir combien de fois tu as pratiqué cela. Ça fait 10 ans que je pratique. Et là, j'ai passé les 1000 sauts, je suis à 1050 sauts à peu près. Et donc, c'est un volume, en gros, là, cette année, j'ai fait 140 sauts. Donc, voilà, c'est une pratique. C'est pas quelque chose comme le parachutisme, mais qu'on n'utilise pas d'aéronef. On ne peut pas pratiquer beaucoup dans la même journée. Par contre, c'est une pratique qui occupe toute l'année parce que il faut, dans une grosse journée, on arrive à faire 2 sauts. Et globalement, il faut quand même monter au sommet. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez chronophage, mais ce volume de saut est important parce que c'est de l'entraînement. Le volume permet d'avoir une régularité et d'être sûr, d'avoir le pied sûr, d'avoir le vol sûr, d'avoir tous ces réflexes et voilà, d'être confiant dans ce qu'on fait. 1000 sauts en 10 ans, c'est un saut tous les 3 jours. C'est énorme. Et ce qui précède le saut, c'est l'escalade qui permet de conduire au lieu de saut. Hein. C'est 1000 escalades et 1000 sauts. Alors, très honnêtement, non, c'est pas complètement, parce qu'il y a des sauts d'entraînement qu'on réalise dans la vallée où des fois on monte en stop, on utilise des fois la voiture.
Mais après, tous les sauts, vraiment, on essaye d'en faire un maximum, c'est à pied, pour essayer de faire ça proprement, de s'entraîner, parce que nous, c'est important de garder une condition physique assez élevée. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très adapté à notre entraînement. D'accord. Moi, j'avais deux choses comme ça qui viennent. Déjà, est-ce que sont devenus, ils sont toujours au GH, GMHM. Oui, c'est Pierre, oui, Pierre Sancier, Sancier. allez-y. Oui. Est-ce qu'ils sont toujours avec toi? Pierre a dû être muté, donc actuellement, il est à l'école de guerre Terre. Donc voilà, il a quitté le commandement du GMHM voilà, pour d'autres horizons, mais toujours au sein de l'armée de terre. Et Alban, quant à lui, a changé de direction et maintenant est en Ariège et il s'est lancé un nouveau défi voilà, il est dans l'élevage et il essaye de mener une ferme. Voilà. Je ne sais pas comment on dit ça, mais ouais, une deuxième vie, pourquoi pas. Oui, ouais. Il a repris l'exploitation de son père, je crois, et voilà. Bon, maintenant il a les cheveux longs, une grande barbe et un chapeau, mais c'est toujours le même. On voudrait parler de la qualité technique du film. On imagine, on voit dans le film ces conditions de grand vent, des conditions d'escalade, le saut lui-même. C'est une réalisation technique qui nous a beaucoup impressionnés. À quel défi technique vous avez été confronté pour la réalisation du film? Et cette question, j'ai envie de l'adresser plutôt à Christophe, puisque tu es le réalisateur de ce document. Alors, il y avait des vrais défis techniques. D'une part, c'est un film qui a été réalisé pour National Geographic, qui est une chaîne importante, et c'était un projet aussi important pour eux, avec la société de production Bonne Pioche. National Geographic, ça appartient à Disney, donc voilà, on avait les interlocuteurs qui venaient d'un monde qu'on connaît pas bien, qui est un peu le monde de la grande production cinématographique. Mais donc, il y avait des grandes exigences techniques. Mais en même temps, il y a quand même eu des moyens qui étaient suffisants. Alors, on est parti à 5, qui est beaucoup pour une équipe de tournage, dont la personne qui devait faire le montage du film après, mais qui est venue en fait pour nous assister techniquement et pour être présent, pour gérer toutes les sauvegardes. En fait, on avait relativement peu de temps. Donc après, sur place, on était 4 pour filmer. Et on avait, alors, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film venaient de Rhône-Alpes. C'est que des équipes de Lyonnais, Grenoblois, des gens du Vercors. Donc ça, c'est important de le souligner. Et il y a quelque chose, moi, à chaque fois que j'ai présenté le film en festival, malheureusement pas beaucoup parce que beaucoup de festivals ne se sont pas réalisés comme prévu cette année, mais je veux dire aux spectateurs, et l'image est belle, bien sûr, mais bien sûr, c'est très impressionnant et on pourra en reparler. Mais surtout, écoutez, le son de ce film est assez dingue. C'est-à-dire que y a des séquences où il y a des vents au-delà de 100 km/h et les gens se parlent, on les entend parler, ce qui semble un défi de preneur de son assez incroyable. Alors, le preneur de son, il s'appelle Laurent Mollard, il habite, c'est un ingénieur du son, et il habite dans le Vercors, il a un studio, et c'est lui qui a assuré la prise de son. C'est aussi un alpiniste, donc il a suivi les gars un peu partout, et il a réussi, alors avec des astuces, en glissant des petits micros dans des foulards, il parvient quand même à maîtriser le son dans des conditions assez incroyables. C'est lui aussi qui a fait le mixage du film après, et puis ce qu'on appelle le bruitage. Il prenait beaucoup de sons. Vous savez, quand vous partez tourner comme ça, moi, je suis très concentré sur l'écriture et sur le fait qu'on a des scènes à tourner, il y a des choses à dire. Avec Sylvain, on s'est mis d'accord, on travaille beaucoup ensemble sur quel sujet on aborde à tel moment, comment, voilà. Et ça demande c'est un grand travail de préparation. Sylvain travaille énormément quand on fait des tournages. Que ce soit celui-ci, avant, on a fait une série sur le voyage d'Ulysse pour Arte, une série de 5 épisodes. C'est pareil, il préparait énormément ses interventions. C'est un gros bosseur, Sylvain. Il donne l'impression comme ça d'improviser, d'être dilettante. Pas du tout. Il travaille énormément. Donc nous, on était très concentrés. Et à côté de ça, il y avait l'équipe technique qui, elle, gérait les problèmes de son pour Laurent, qui était très important. Et puis, on avait 2 caméramans avec nous. Moi, on avait donc 3 caméras en tout. Et notamment Pierre Petit, lui qui est alpiniste,
caméraman et droniste, et c'est lui qui a fait les extraordinaires images de drone, notamment le jour du show. Il faut savoir que le jour du show, souviens-toi Arnaud, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Encore la veille, vous avez la scène, la veille où il y a la discussion, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, ils hésitent. Arnaud dit, ouais, il prévoit 50 km/h, on fait jamais un saut par 50 km/h de vent dans les Alpes. Et puis, bon, finalement, miracle, ça a été plus calme que prévu. Et là, il fallait partir, quoi. Il fallait y aller. Et c'était une grosse dénivelée. Il fallait organiser l'arrivée, l'atterrissage, le décollage, organiser tout ça. Et Pierre est parti avec un gros sac et il a dit, je prends le drone, je prends des batteries, alors qu'on s'était dit au départ, bon, on va faire au minima, on va essayer de saisir des images, mais peut-être qu'on ne prend pas le drone, quoi. Et finalement, on se rend compte qu'il a bien fait et c'est ça aussi l'esprit sur ce tournage, c'est que chacun essaye de prendre sa part, essaye on est tous motivés, on a tous envie, donc il y est allé courageusement. Ils sont montés, Laurent, le preneur de son, et pas tout à fait monté au sommet, mais juste en dessous, et il a pu gérer très bien ses prises de son. Et on avait un troisième caméraman, c'est François, qui lui s'occupait de toutes ces longues focales, les images prises de loin, et qui sont extrêmement importantes, mais qui nécessitent souvent d'être un peu sur le côté, de pas être dans l'action, mais de s'éloigner un peu. Voilà, donc c'est une autre gestion. On avait toujours un peu ces différents paramètres. Mais le preneur de son, Laurent, pendant que nous, on était en train de discuter, de filmer et tout, lui, il partait toujours dans un coin, et puis il allait faire ses sons. Et ce qui lui permet après d'avoir une énorme banque de sons, ce qu'on appelle les sons seuls, du vent, des pierres qui tombent, de l'eau qui coule, une tente qui est secouée par le vent. Mais tout ça, c'est grâce à tous ces éléments qu'on arrive à avoir cette qualité de son. Et ça, il faut le souligner parce qu'on oublie. Souvent, quand on fait un film, on nous dit « Ah, quelles belles images !» Ben oui, les images sont belles, bien sûr, mais le son. Et je peux vous dire qu'une image ratée, qui est un peu ratée, on s'en sort toujours. On a un plan de coupe, on se débrouille. Un son raté, c'est irrécupérable, c'est foutu. Une interview où le son est raté, on ne peut pas la récupérer. Donc, je crois qu'il faut vraiment rendre hommage aux preneurs de son sur ces films. C'est sûr. On est très sensible au niveau de l'équipe du festival. C'est un festival de films avant tout ce que l'on fait autour du thème du voyage, de l'aventure. On est très sensible dans l'équipe justement à ces aspects techniques et on a été frappé. On voit à un certain moment, vous êtes en train de camper en hauteur. On voit Arnaud qui parle en tenant la capuche dans un vent très violent et on entend le propos d'Arnaud dans des conditions qui pourraient être presque celles du studio. Alors j'exagère, mais on retrouve un peu ces conditions techniques extrêmes et une qualité à la fois d'image et de son qui font, entre autres, la qualité du document, en plus de la force de l'aventure. Donc, tu reprends des choses auxquelles on est sensible, mais bien sûr, on sent que c'est une de tes préoccupations majeures qui enrichit le film. Et Pierre, juste une petite parenthèse, excuse-moi Alain, juste une petite parenthèse, Pierre, c'est rigolo que tu parles de ce plan, parce qu'effectivement, on s'en souvient tous de ce moment, on essayait de monter les tentes, et ce que dit Arnaud, c'est très juste, on ne savait pas si on allait pouvoir rester là, il y a eu des discussions d'ailleurs, parce qu'ils avaient peur, c'est que tout simplement tout le matériel soit détruit. Donc on est en train de filmer, il pose les pierres, c'est moi qui fais cette image, là, je suis un peu calé, Arnaud commence à parler, on prend la rafale, et moi je trop content, j'arrive à pas me casser la figure. Donc j'arrive à rester sur place, on voit que la caméra bouge un peu, mais bon, la rafale passe, on finit cette petite intervention d'Arnaud, et puis immédiatement après, je me tourne vers l'autre caméraman, donc François, qui lui s'était mis un peu plus loin pour faire un plan un peu plus serré, et je lui dis, c'est trop bien ce plan, c'est génial, et je commence à lui montrer le plan avec la caméra. Et à ce moment-là, on se prend une deuxième rafale, mais je sais pas combien elle était, mais encore beaucoup plus fort. Donc là, je m'écroule sur le mur de pierre. Et là, on voit passer au-dessus de notre tête une tente qui vole sur le pierrier. Dans la tente, il y avait les batteries de la caméra, les batteries du drone, tout ça éparpillé sur le pierrier. Ah, Arnaud, tu te souviens? Et on avait Capucine, c'était le médecin du groupe militaire de haute montagne qui était là à côté avec nous. Et quand tout ça se calme et qu'on reprend nos esprits, on la voit, elle tenait des piquets de tente et la tente était entièrement arrachée autour d'elle. Et c'est un moment qu'on n'a pas pu filmer, mais c'est dommage, c'était génial, on aurait eu ça. Mais voilà, bon, on a le moment d'avant, c'est pas mal déjà, mais le moment d'après, c'est encore mieux. Il a inscrit dans votre mémoire, c'est déjà pas mal. Et ouais, puis, pour finir sur ce sujet, la difficulté aussi par rapport à ce qui est en train de se passer sportivement, parce que voilà, il faut que les grimpeurs soient concentrés aussi sur ce qu'ils font. Ils ont des décisions à prendre et tout ça, alors qu'ils ont
toute une équipe qui fait des images et tout ça, c'est pas ça. Et ça c'est très, très, très bien rendu dans le document. Voilà, on a un très bel équilibre de. C'est pour ça qu'au départ, on parlait d'une très, très belle réalisation. Mais c'est gentil, On vous merci. félicite, en tous les cas. Merci. Ouais, c'est un travail d'équipe, hein, donc il manque beaucoup de monde là. Ils espèrent qu'ils regarderont et non, mais qu'on bien tous les sûr. féliciter. Et voilà. Mais Si bien sûr, le c'est ce qu'on festival fait. avait eu lieu, ça aurait été génial que tout le monde soit là, Ouais. parce que C'est vrai, vraiment c'est faire vrai. un film, ouais, faire un film, C'est vrai. c'est pas démagogique de dire ça, mais faire un film, c'est un travail d'équipe. Pascal Fayolle, qui a fait le montage, a fait un boulot extraordinaire. Il a passé des jours et des nuits, il a fait un travail. Il est parti à la recherche des petits sons. Vous savez, on entend ce qui rend très vivant dans un film, c'est ces petits sons qu'on capte. Arnaud qui dit quelque chose à le compagnon de cordée, l'autre qui réagit, un petit souffle, un petit. Eh bien, pour faire ça, on avait en fait, Laurent avait mis des petits micros avec des enregistreurs qui enregistraient pendant 12 heures tout ce qui se passait. Et nous, après, on est allé, notamment Pascal, le monteur, est allé à la recherche de ces petits sons et ça donne énormément de vie. Mais c'est un travail, ouais, vous savez, quoi, c'est un travail qui est très long, fastidieux, mais génial, quoi, passionnant. Et dans tout ça, Sylvain, pour en dire deux mots, comment il a vécu cette aventure? Il s'est vraiment fait plaisir. Il se fait toujours plaisir, mais là, on sent que ça lui va bien. Il y a la montagne, il a fait des ascensions, il a fait l'écriture, il a fait ce parallèle avec l'aéropostale. Ouais, je crois que Sylvain était très heureux. Il l'a dit, Ouais. il l'a dit aux gens du groupe, il les a remerciés. On en a parlé aussi. Ce qu'on voit pas dans le film, c'est qu'en fait, très souvent, ils partaient grimper. On a une petite séquence où on le voit grimper en falaise avec Antoine. Ça, c'est des falaises qui sont juste en face d'El Châtaignes, assez faciles d'accès. Ils y allaient régulièrement avec Arnaud aussi, on était allé grimper. Donc, il était toujours en action. Sylvain, il s'arrête jamais. Même les journées où il y avait du vent, on essayait de faire quelque chose. Mais il a adoré cette ambiance. Mais tout ça. Donc, et ça, c'est un truc génial. On est quand même assez nombreux, hein, puisqu'on était l'équipe de tournage, on était 5. Le groupe, on était 5. Il y avait en plus un photographe qui est un Thomas Gouat, qui est un très vieil ami de Sylvain, hein, qui l'a accompagné dans toutes ses aventures. Il y a eu d'ailleurs un joli papier dans Paris Match qui est sorti au mois de juillet, en 2020, l'année dernière. Et donc, on était assez nombreux et il peut y avoir des tensions parce que nous, on avait des enjeux forts. On avait un film à rapporter. La société de production était sous pression. Le groupe était quand même sous pression parce que c'était pas évident à réussir. Ils avaient très envie quand même que ça fonctionne. Il y a eu, très sincèrement, il y a eu quand même un moment où on s'est dit, on n'y aura peut-être pas de saut. Hein. Je pense Arnaud, je dis pas de bêtises en disant ça. Hein. Il y a eu un moment où on s'est dit, peut-être ça va pas marcher, quoi. Et malgré ces possibles pressions et tensions, et ben justement, il n'y a jamais eu de tension. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Les choses étaient très claires. C'était le groupe qui décidait de ce qu'on allait faire en montagne. C'était pas nous qui disions ce qu'on devait faire. Et nous, on accompagnait et on essayait comme ça d'avoir un dialogue permanent pour trouver les meilleures solutions pour tout le monde. Et je crois que Sylvain, ça, il a énormément apprécié aussi ce grand savoir-vivre entre nous tous. C'est important. Je crois aussi que ce qui a été facilitant, c'est que avant même de partir, on en avait parlé avec Christophe et on a dit il y a quand même un fort aléa autour de cette expédition. C'était déjà pas sûr, nous. On comptait rester 6 semaines là-bas pour essayer de faire un saut. Et d'ailleurs, on savait très bien que peut-être on n'en ferait pas. Donc, on essayait aussi de prévenir Christophe, malgré tout, lui dire attention, tu as des fortes pressions autour de ce film et tout, mais c'est possible qu'on n'arrive pas à sauter. Et c'est même, pour nous, il y avait plus de chances qu'on ne saute pas d'ailleurs. C'est quand même compliqué. Et donc, je crois que le fait d'en avoir déjà parlé avant, ça a rendu, voilà, c'était déjà plus fluide. Et pour revenir juste, si je peux, sur l'impression qu'a eu, moi, l'impression que j'ai eue par rapport à Sylvain, et c'était fort. Et d'ailleurs, à un moment, il en témoigne dans le film. Il dit au début du film qu'il a beaucoup voyagé. Il est allé sur beaucoup de mers, sur beaucoup de terres sur le globe. Et il dit qu'en Patagonie, il a trouvé quelque chose. Voilà, il a trouvé presque un chez lui. Et je crois que c'était super sincère. Et ce moment-là, je ne sais pas Christophe si tu t'en rappelles, mais c'est un moment fort. Au final, on a enregistré ça. C'était du direct en fait. Et c'est vrai que c'était touchant ce qu'il a dit. Et donc, j'ai vraiment l'impression aussi que Sylvain y a retiré quelque chose. En tout cas, personnellement, il a trouvé là-bas quelque chose qu'il cherchait. Sylvain parle très rarement. Sylvain parle très rarement de lui.
c'est très difficile de le faire parler de lui. Moi, souvent, bon, on a quand même fait, je sais pas combien maintenant de films ensemble, et à chaque fois, c'est une blague, il évite le truc et il part sur autre chose, il fait une pirouette, il part sur autre chose. Et là, on lui a rien demandé, et c'est lui qui s'est mis à parler de lui en disant, j'ai l'impression d'avoir trouvé ici ce que je cherchais depuis toujours. Et ça, c'était fort quand même. Mais vous avez vécu une très très belle aventure, tous. On le sent dans les propos. On pourra en parler pendant des heures parce que vous êtes passionnant déjà. Le public s'est fait plaisir en regardant ce film. Nous, on s'est fait plaisir à échanger avec vous. On a un maître de cérémonie là que vous ne voyez pas, qui nous contrôle un peu. Malheureusement, je ne sais pas, Pierre, peut-être. Oui, j'avais quand même oui, j'ai une dernière question qui vous intéresse tous les deux, que j'adresse à tous les deux, à Christophe et à toi, Arnaud. Est-ce que vous avez un autre projet commun autour du paralpinisme, avec un projet de film parce que vous avez fait un projet réussi. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez un projet de nouveau départ? Vous le gardez peut-être secret ou c'est en attente? Bon, je vais répondre en premier parce que là, pour l'instant, nous, on est reparti au groupe sur un nouveau cycle parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, Pierre et Alban ont quitté le GMHM. Donc, moi, je me retrouvais à un moment seul paralpiniste au GMHM. Donc là, il y a Cédric qui vient d'intégrer le GMHM et qui est aussi un paralpiniste chevronné. Donc là, nous, on se relance sur un nouveau cycle d'expédition. Donc, on espère aller au Pérou en mois de juillet prochain si le contexte pandémique nous le permet. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à un film, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura d'autres aventures et j'espère, et vu comme c'est tellement bien passé avec l'équipe de Christophe, j'espère vraiment qu'on pourra refaire lors des communes. À travers les écrans, on voit les yeux de Christophe pétiller. En tout cas, on va arrêter là cet échange. Donc, il y a le prolongement possible pour mieux connaître le groupe militaire de haute montagne, comme je citais cette référence du film de 52 minutes sur Vimeo. On vous remercie tous les deux. On aurait bien sûr aimé vous accueillir dans des conditions normales au centre de congrès Foriel, mais ça sera peut-être possible pour l'édition 2022 du festival à travers le nouveau film dont tu nous as parlé, Christophe, et peut-être sur une aventure commune. Toi aussi, Arnaud, on aurait vraiment beaucoup de plaisir à t'accueillir à Saint-Étienne. Au nom de toute l'équipe du Festival Curieux Voyageurs, on vous remercie sincèrement de ce que vous avez pu rajouter à votre film et du film lui-même. Merci encore à tous les deux. Beaucoup. Et merci à vous. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Merci, au revoir.